Franc-parler, Honoré Naom. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous écoutez la 94.3 Radio Cotonou. Bienvenue sur la Dominicale de Vérité Franc-Parler. Nous déposons nos valises à l'Institut national de la statistique et de la démographie, une structure publique qui a la lourde responsabilité de conduire pour la 5e fois au Bénin le recensement général de l'habitat et de la population et de l'habitation RGPH 5. Autorisé par le Conseil des ministres en sa session du 22 juin 2022, l'opération est rentrée dans sa phase active le 14 mars 2023 à Cotonou. Selon l'exacteur, le recensement exécuté en plusieurs phases et qualifié d'outil de développement nécessite l'implication de tous. Que peut-on retenir à l'étape actuelle de la phase pilote dans 3 communes, Cotonou, Kové et Parakou? Pour évoquer les enjeux et les perspectives, nous recevons à cet effet M. Rémi Rungavou. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes le directeur des statistiques démographiques et sociales à l'INSTAD, Institut national de la statistique et de la démographie. Nous vous remercions pour votre disponibilité. C'est moi. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpe, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert, comme d'habitude, à 11h15 pour vous permettre, chers auditeurs, de prendre la parole pour poser vos questions au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. À nouveau, bonjour à vous, Rémi Rungavou. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. J'ai pris l'habitude sur cette émission de mieux faire connaître nos invités. Et voilà, vous êtes à la direction des statistiques démographiques et sociales à l'INSTAD. J'aimerais d'abord savoir quel profil pour occuper ce poste. Bon, pour occuper le poste de directeur des statistiques démographiques et sociales à l'Institut, il faut faire des études statistiques. Il faut être soit ingénieur des statistiques ou bien ingénieur de la démographie. Je pense que c'est ou d'autres profils assimilés. C'est principalement ça, mais il faut également être nanti d'un certain nombre d'années d'expérience dans l'exécution donc de cette discipline-là. Donc on ne met pas à ce poste n'importe qui, c'est pas une fonction politique où on peut bombarder quelqu'un là-bas. Pas du tout, je peux vous assurer même que actuellement toutes les directions techniques de l'Institut sont coordonnées par des agents qui ont évolué dans la maison. Donc, on n'a pas parachuté des gens venus d'ailleurs pour diriger cette direction. C'est au regard de leur niveau intellectuel, mais également de leur expérience dans la pratique de la chose. Merci. D'accord. Et qu'est-ce qui se fait concrètement au niveau de cette direction? Bon, la direction des statistiques démographiques et sociales a fondamentalement pour mission donc d'assurer le suivi de l'évaluation sociale, le suivi de l'impact de la politique de l'emploi, des conditions de vie des ménages, de la pauvreté et du développement humain durable. C'est également la direction qui s'occupe de l'approfondissement des connaissances sur l'état et la dynamique de la population. Et lorsque nous parlons de l'état et de la dynamique de la population, vous comprenez avec moi que le sujet qui nous concerne ce jour doit pouvoir aborder amplement donc de cette question. La direction a en son sein 3 grands services. Donc il y a un service qui s'occupe des statistiques sociales, le suivi des conditions de vie. Donc vous savez que la mesure de la pauvreté, c'est quand même un instrument important pour les gouvernants pour pouvoir élaborer de meilleures politiques. Et dans ce sens, également pour ce qui concerne l'emploi, le secteur de l'emploi. Donc c'est la direction. Mais j'avais dit également que dans le pays, non seulement au niveau de l'INSTAD, mais dans tout le pays, on organise des enquêtes par sondage et tout. Donc c'est la direction là qui s'occupe de tout ce qui est méthodologie de sondage pour les enquêtes intersensitaires. Votre direction là-bas, vous voyez combien de pauvres au Bénin? On est nombreux. Même si globalement on dit que le Bénin est un pays pauvre, mais... Oui, les dernières investigations que nous avons réalisées nous ont permis de dire quand même que nous avons
environ 38% de pauvres au Bénin. 38%. Donc, c'est-à-dire que si on prend 100 ménages, vous êtes sûr? Nous avons, oui, 38%? Exactement. Ah, mais on pensait qu'on est plus nombreux. Non, bon, au fait, c'est ça en fait. Nous, en statistique, nous ne devons pas nous en tenir aux on-dit ou les allégations, les idées reçues. Aux incantations. Aux idées reçues, mais nous nous basons sur les résultats issus de nos investigations. C'est ça. Nous envoyons des agents sur le terrain qui collectent de l'information, et c'est l'information qui est traitée, et c'est à l'issue donc de ces analyses-là que nous publions les données. Et donc, ces données-là sont quand même des données fiables et qui passent sous plusieurs filtres de validation. D'accord. Voilà. D'accord. Je vous fais confiance parce que vous êtes dans votre domaine. On va donc revenir à la préoccupation du jour, le recensement général de la population et de l'habitation. Qu'est-ce qu'on doit comprendre véritablement pour ceux qui entendent cela pour la première fois? Comment vous présentez ça? Bon, en termes de définition, en quelque sorte. En termes clairs, on dira que le recensement général de la population et de l'habitation, c'est un ensemble d'opérations qui consiste à planifier, à collecter, à grouper, à évaluer, à analyser et à diffuser des données démographiques, économiques et sociales qui se rapportent à un moment précis à l'ensemble des habitants d'un territoire. Ça peut concerner également une partie bien déterminée de ce territoire. Nous pouvons décider, par exemple, de faire le recensement de la commune de Cotonou. Là, ça fait une partie du territoire. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le recensement général et ça concerne l'ensemble du territoire. Alors, c'est une opération qui va nous permettre de renseigner les caractéristiques socio-démographiques et économiques, les conditions de vie, les conditions de logement et d'habitation de tous les individus qui vivent sur le territoire béninois. C'est ça que vous appelez données démographiques, c'est ça? Les données démographiques, au fait, le recensement permettra de collecter aussi bien des données démographiques que des données socio-économiques, puisque quelques exemples de données démographiques. Allez-y. La population du Bénin, nous avons combien de femmes, nous avons combien d'hommes. Quand on prend chaque groupe d'âge, nous avons combien de personnes âgées. Les jeunes, ils font combien? Les enfants, ils font combien? Et par rapport à l'alphabétisation, c'est comment? Quelle est la situation? Le niveau d'éducation, c'est comment la situation? Tout ça, c'est des informations sociodémographiques. La fécondité au niveau du Bénin, comment est-ce que les femmes, le niveau, c'est-à-dire que les femmes arrivent à faire des enfants au niveau du pays. La procréation, la mortalité. La mortalité aussi bien au niveau des enfants que la mortalité adulte. Là, on va évaluer la mortalité maternelle. Et également, donc tout ça, c'est des informations d'ordre démographique. Mais nous allons aborder également les questions de l'emploi, le chômage, les niveaux de vie, les conditions de vie. Tout ça, c'est des informations un peu économiques qui, quand même, permettent donc de rendre compte de l'état de la population. Je vais ajouter que le recensement général de la population et de l'habitation, c'est la seule opération qui nous permet de renseigner tous ces indicateurs à un niveau de subdivision le plus fin. Le niveau le plus fin au niveau du Bénin, administrativement reconnu, c'est les villages et les quartiers de ville. Donc c'est seulement le recensement qui permettra de donner des indicateurs au niveau national, au niveau des départements, au niveau des communes, au niveau des arrondissements, mais aussi au niveau des villages et de nos quartiers de ville. Voilà. C'est ça aussi la particularité d'un recensement. Et lorsque vous prenez les enquêtes intercensitaires, c'est les enquêtes que nous faisons à l'intérieur de 2 recensements, c'est basé sur des techniques de sondage où nous échantillonnons un certain nombre de ménages. Et nous ne sommes pas en mesure, dans le cadre de ces opérations-là, de donner des informations à des niveaux plus bas. Par exemple, les communes ont besoin à des moments donnés de certains indicateurs, mais les enquêtes n'arrivent toujours pas à renseigner ces informations. Ce n'est que le recensement. Alors, le recensement général de l'habitat, de l'habitation, de la population, c'est une volonté politique ou bien une obligation institutionnelle? C'est les deux. Parce que
c'est d'abord une obligation pour tous les pays. Ce n'est pas que le Bénin, c'est une obligation pour tous les pays de disposer d'informations actualisées à jour, n'est-ce pas, pour pouvoir prendre des décisions. Puisque le recensement, c'est un instrument de prise de décision, après tout. C'est sur cette base-là que les gouvernements pourront prendre de meilleures décisions qui vont à l'endroit, c'est-à-dire qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de leur population. Parce que pour prendre des décisions, il faut avoir forcément des chiffres. Données. Ouais. Il faut avoir forcément des chiffres. Lorsque vous avez des autorités, lorsque vous avez des gouvernements qui se basent sur des statistiques fiables, là, c'est vraiment une chance. Et donc, cette mission-là a été confiée à l'Institut national de la statistique de pouvoir mettre à disposition des chiffres, les indicateurs qui vont permettre donc de prendre cette décision-là. Alors, je disais donc que c'était une obligation, d'abord parce que... Institutionnelle d'abord. Oui, parce que, vous savez, les informations actualisées, idéalement, c'est de les avoir tout le temps. Si possible, même chaque année, on devrait avoir ces informations. Mais le recensement étant une opération très complexe, et lourde et très onéreuse également, il n'est pas possible de le faire. Il faut mobiliser combien pour faire un recensement? Il faut mobiliser des milliards. Pour faire un bon recensement. Pour faire un recensement, il faut mobiliser des milliards. Et donc, ça fait appel à une grande masse, à tous les acteurs. Et donc, les Nations Unies avaient suggéré aux pays donc, en développement comme les nôtres de réaliser leur recensement à un rythme décennal. Ça veut dire que tout au moins, chaque 10 ans, il faut que le recensement soit fait. Mais je vais vous ajouter également que le gouvernement, récemment, en 2022, a travaillé dans le sens de l'amélioration de la chose, parce que les députés à l'Assemblée nationale ont voté une loi, la loi statistique, et en son sein, on a prévu que le recensement soit réalisé chaque 10 ans. Ça veut dire que ça devient quelque chose qui a été entériné par la loi. Okay. Et donc, ça, c'est institué par la loi, pardon. Donc, c'est très important de le souligner. Et vous l'avez, dans votre introduction tout à l'heure, notifié, et le gouvernement également a pris le décret en juin 2022 pour que le 5e recensement soit réalisé. Quand bien même l'obligation institutionnelle est là, si ce n'est pas accompagné d'une volonté politique, je pense qu'on n'en serait pas là. Et donc, c'est grâce à cette volonté politique que nous sommes aujourd'hui en train de travailler à réaliser ce recensement. Vous, personnellement, vous aviez déjà connu combien de recensements? Je dirais que le recensement, le 3e recensement, j'ai participé à ça en tant que, pas au niveau de l'Institut, en tant que personne ressource. Personne ressource ayant travaillé sur l'opération. Mais le 4e, j'étais déjà là. Nous avons conduit le 4e recensement en 2013 de façon de main de maître. Nous l'avons conduit. Et donc aujourd'hui, nous sommes au 5e recensement. Alors, voilà. Si vous faites une analyse comparative, comme vous aviez eu à participer au 4e recensement général de la population et de l'habitation, avec ce qui se fait maintenant, est-ce qu'il y a une différence? La différence, elle est nette. Ah bon. Elle est très nette parce que d'abord, du point de vue méthodologie, nous avons opté pour rien que le numérique. Et donc, le 4e recensement, la cartographie était réalisée un peu comme les précédents. Et le dénombrement également, nous avons utilisé les questionnaires papier pour collecter les informations sur le terrain. Or, déjà depuis 2011, l'INSTAD a commencé par réaliser même les investigations, les autres enquêtes avec les tablettes. Et donc, et au regard des recensements 2020 dans les pays de la sous-région, tout le monde tend vers le numérique. Et donc, toutes les étapes sont digitalisées pour ce recensement. C'est là même une innovation majeure dans tout le dispositif. Le dénombrement également sera entièrement digitalisé. Quand je dis dénombrement, c'est la phase, on va revenir sur ça après, c'est la phase au cours de laquelle nous procédons même effectivement au dénombrement de tous les individus des différents ménages que constitue le pays. Et donc, la différence à ce niveau-là, elle est nette. Mais également, au niveau des outils, nous avons apporté beaucoup d'améliorations.
les besoins il y a 10 ans ne sont pas les mêmes que les besoins aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, on fait des consultations avec les utilisateurs des données et les besoins exprimés sont également pris en compte dans les outils de collecte que nous élaborons pour pouvoir satisfaire tout le monde. Un recensement général de la population et de l'habitation. Est-ce que vous avez des chiffres à partager avec nous? Parce que ce sont ces chiffres-là que vous voulez maintenant inverser. La population globale qu'on a eue au niveau du Bénin était de 10 8 749 habitants. C'est ça. 10 8 749 habitants que nous avions eu. Et depuis des années, on dit on est passé à 12 millions. Sur quelle base on le dit? Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, que lorsque nous réalisons le recensement, on ne va pas croiser les bras et attendre que notre recensement arrive. Nous sommes obligés, puisque nous avons des outils que nous utilisons pour faire ce que nous appelons les projections démographiques. Et donc, après l'année du recensement, nous avons, à partir des résultats du recensement et avec l'analyse situationnelle qui est faite depuis les premiers recensements, et la dynamique de la population, les indicateurs de fécondité, de mortalité que nous mettons en jeu, nous arrivons quand même à faire des projections démographiques et pour chaque année, et jusqu'à un horizon que nous choisissons. Les projections que nous avons réalisées, à des moments donnés, nous les actualisons même, nous les révisons. Parce que juste après le recensement, nous avons fait une projection. Mais l'année dernière, cette projection a été encore révisée parce que lorsqu'on fait des enquêtes socio-démographiques, au regard de l'évolution de certains indicateurs, il faut également les introduire et actualiser les projections qui existent. Et en 2023, la projection indique que nous devrions être 12 600 000 habitants. D'accord. Et ce sont ces chiffres-là qu'on va vérifier maintenant. Oui, bon, c'est pas vérifié. Nous allons sur le terrain pour collecter les informations. De toutes les façons, si on constate à des niveaux donnés que il y a une différence, peut-être la différence ne sera pas très significative. Mais lorsque la différence devient importante, il est également nécessaire de se questionner, de vérifier pour voir qu'est-ce qui s'est passé en temps. Parce qu'il y a certains phénomènes que nous ne pouvons pas tout de suite voir a priori. C'est à l'issue des résultats qu'on pourra voir est-ce que c'est parce qu'il y a eu des mouvements de population à un moment donné, est-ce que c'est les phénomènes démographiques ou mortalité. Mais nous n'avons pas quand même connu des situations pires pour dire qu'il y a eu des ravages de cette nature. Mais toujours est-il que depuis que nous sommes en train de faire les recensements, les résultats ne se sont pas trop écartés de ce que les projections avaient annoncé. D'accord. Alors, vous dites que la loi a institué donc le recensement sur 10 ans. On était en 2013 quand un recensement a été donc réalisé, un autre en 2023. Ça veut dire qu'on est en train de respecter quand même la fourchette des 10 ans. Oui, les différents gouvernements qui sont passés ont fait quand même l'effort de respecter, puisque le premier recensement, nous l'avions réalisé en 1979. Et donc, en 1992, il y a eu le deuxième. C'est ça. En 2002, le troisième recensement. En 2013, nous avons fait le quatrième recensement. Alors là, il faut saluer les gouvernants. Véritablement. Pour parler donc de cette volonté politique-là qui permet donc de connaître mieux sa population avant d'agir. Recensement général de la population et de l'habitation. Quelle est l'utilité réelle ? L'utilité du recensement, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'abord un instrument de prise de décision. Vous voyez, ça, quand on dit ça, instrument de prise de décision. Mais là, vous parlez pour les gouvernants. Vous parlez pour la population ordinaire. Mais les décisions qui sont prises, les décisions qui sont prises, ça va en faveur des populations. C'est dans l'intérêt des populations. C'est dans l'intérêt des populations. C'est des décisions qui permettent d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Et actuellement, au cours de la phase de cartographie, j'oubliais de préciser que c'est des zones de dénombrement qui seront géoréférencées. Ça, c'est fondamental. Et au cours de cette phase-là, nous collectons des informations également sur les infrastructures sociaux de base, tout ce qui est infrastructure sur le territoire. Vous savez que la construction des écoles dans nos communautés n'est pas, la décision de construire une école n'est pas un choix au hasard.
c'est basé sur des statistiques. D'accord. Et nous vivons permanemment c'est-à-dire dans une position d'optimisation sous contrainte. Et à chaque fois qu'il s'agira de prendre des décisions, l'État doit pouvoir chercher à prioriser tel ou tel espace. Et pour le faire, on ne peut que tenir compte des statistiques disponibles. Et lorsque vous arrivez à donner les informations justes, les informations précises sur votre localité, ça permettra au gouvernement de savoir exactement quels sont vos besoins. Les besoins en matière d'infrastructure d'école. Les enseignants également qu'il faut déployer, puisque c'est des planifications qui se font. J'ai dit tout à l'heure que c'est une opération qui permet de planifier également. Santé. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle moins de femmes qui, en allant donner naissance à un enfant, perdent la vie. On parle moins de ça parce que au cours de notre recensement, nous allons permettre également au gouvernement de connaître la situation de la mortalité maternelle. Et par là, l'État, en fonction de cette situation, en fonction de l'état des lieux qui est fait, pourra dire, voilà, je prends telle ou telle décision en faveur de nos populations. Non, c'est dans tel département, c'est dans telle commune que le problème se pose avec acuité. Et donc, il faut investir davantage là. L'accès à l'eau potable, l'accès à des installations sanitaires améliorées également, l'assainissement, ça, c'est des choses très importantes. Lorsque l'État connaît également l'effectif de la population dans chaque village, quartier, arrondissement, c'est sur cette base que tout ce qu'il y a à planifier en matière de mesures pour aller dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie, et sur ces bases-là, l'État pourra prendre également d'importantes décisions. Donc l'utilité, en dernier ressort donc, du recensement, c'est d'avoir des informations précises, justes, sur l'ensemble de la population pour faciliter la prise de décision allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. On retient fondamentalement que c'est une opération d'une importance capitale pour le peuple tout entier. Alors, comment voyez-vous l'implication des populations elles-mêmes dans ce processus? L'implication, d'ailleurs l'implication, sans l'implication de la population, il n'y a pas recensement. Il n'y a pas recensement. On ne peut rien faire si la population n'adhère pas à ce que nous faisons là. Nous avons constaté, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes actuellement à la phase pilote de la cartographie. Nous avons constaté quand même qu'au début de l'opération, qu'il y avait quelques réticences parce que les gens ne comprennent pas toujours l'importance de la chose. Les gens ne comprennent pas toujours que ce que nous sommes en train de faire concerne chacun de nous. Si aujourd'hui, les gens pensent encore comme ça, c'est une erreur. Parce que tout ce qui sortira, parce que des fois, c'est lorsque... La faute est à qui? La faute est à chacun de nous si éventuellement nous n'adhérons pas, si on nous explique. Parce qu'il y a des idées reçues. Est-ce que vous avez expliqué assez? On continue d'expliquer, on expliquera. On a, je le dirai, nous avons élaboré dans le cadre de ce recensement un plan, une stratégie de communication que nous sommes en train de mettre en œuvre progressivement. Et donc, dans cette stratégie, il y a beaucoup d'actions de communication. C'est cela qu'il faut. Et nous l'avons commencé. Et donc, ça permet également donc, de faire comprendre à la population l'importance de la chose, l'utilité de la chose, et que, également, à leur niveau, leur responsabilité et leur implication pour que cette opération-là puisse réussir. En réalité, c'est lorsque le gouvernement commence à poser des actes, à mettre en œuvre des actions, qu'il y a souvent des plaintes, parce que une localité va estimer que, bon, on ne nous a pas pris en compte, pourquoi on est allé faire ceci ici, alors que c'est peut-être parce qu'au moment où on est en train de faire le recensement, les gens ont fait de rétention d'informations. Et là où peut-être la population, la localité A, on devrait avoir 1000 habitants, peut-être on a eu 500. Et la localité B, peut-être on a eu 700 habitants et c'est des informations bien déclarées. Lorsqu'il s'agira peut-être de prioriser, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas les moyens, il faut
c'est pas là. On peut pas faire tout au même moment et partout à la fois. Il faut prioriser à un moment donné. Et donc, lorsqu'il s'agira de prioriser, on va prioriser la localité B. Alors que, visiblement, la localité A a plus de population. Le besoin est beaucoup plus pressant, élevé au niveau de la population. Donc, je salue au passage toutes ces personnes-là qui ont compris et qui constituent même déjà notre porte-voix sur le terrain et qui expliquent même aux ménages, lorsque les agents ont des difficultés, qu'il s'agit d'une opération quand même importante. Les autorités, puisqu'on ne peut pas parler de la population sans les autorités, les maires, les chefs d'arrondissement, les chefs quartiers de village, leur implication doit être totale pour que cette opération réussisse. Nous saluons au passage la mairie de Cotonou qui a fait beaucoup. Les CA ont organisé des sections spécifiques RGPH pour permettre à leurs chefs de quartier, les guides, etc., de travailler coude à coude avec nos agents pour que l'opération connaisse son succès dans la commune de Cotonou. Oui. Alors, comment comprendre l'implication des partenaires au développement, les PTF et autres? C'est quand même une activité de souveraineté. Pourquoi vous faites souvent recours aux partenaires financiers pour pouvoir mener un recensement? Bon, parce que le pays n'a pas assez de milliards à investir directement, c'est ça? Non, le pays a des milliards à investir. C'est une opération de souveraineté nationale, comme vous l'avez dit, et cette souveraineté-là a été très tôt exprimée par le gouvernement qui a mis d'importantes ressources pour démarrer les travaux de ce recensement, ce qui est également à saluer. Mais vous savez, nous l'avons dit tout à l'heure que c'est une opération qui doit mobiliser tout le monde. C'est une opération qui ne devait laisser personne de côté. Et lorsqu'on parle des partenaires techniques et financiers, nous avons par exemple le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, qui, dans l'une de ses missions, est également d'accompagner les pays, dans tous les pays d'ailleurs, d'accompagner les pays pour la réussite de leur recensement général de la population et de l'habitation. Et donc, pour l'UNFPA, c'est une mission. Quel est l'intérêt? Mais pour ces organisations qui travaillent avec nous, ces organisations qui travaillent dans le pays, ils travaillent sur des thématiques données. Donc, eux aussi, ils ont intérêt à ce que les bases sur lesquelles nos gouvernements prennent des décisions soient des bases fiables. Ils ont intérêt à ce que le gouvernement puisse prendre des décisions qui valent, puisque ces partenaires sont dans le pays, c'est pour nous aider aussi. Et donc, eux, ils seront heureux lorsque le gouvernement prend des décisions sur la base des indicateurs actualisés. Aujourd'hui, dans tous les secteurs de notre pays, les gens sont déjà derrière nous. Ils sont pressés d'avoir les résultats de ce recensement pour pouvoir planifier leurs différentes actions. Et donc, vous voyez que la planification des actions, même au niveau de ces partenaires, la planification des différentes actions, ça passe forcément par le recensement. Le suivi de la mise en œuvre de plusieurs agendas, lorsque je prends l'agenda 2030 des Nations Unies qui parle des ODD, vous savez, c'est les indicateurs issus du recensement qui nous permettra de bien suivre, mais également de planifier d'autres actions allant dans le sens de l'atteinte de ces objectifs-là. Il y a également l'agenda 2060 et 2060 de l'Union africaine. Il y a également même les différents programmes d'action du gouvernement. C'est à travers ces données du recensement, voir des informations jusqu'à des niveaux plus fins qu'on pourra vraiment suivre. Donc, comme je le disais, il y a l'UNFPA qui est le chef de file des partenaires qui nous accompagne, mais nous avons également la Banque mondiale qui accompagne la mise en œuvre de cette opération. Nous avons l'UNICEF, et nous avons la coopération suisse, et nous avons l'Agence des Nations Unies pour le développement international, l'USAID, et il y a d'autres partenaires également tels que la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui nous appuie sur le plan technique et pour que tout le processus puisse vraiment suivre les règles qu'il faut, les normes qu'il faut. Et nous avons également des acteurs locaux qui travaillent avec nous, des structures de l'État. Vous savez, on parlait de cartographie censitaire, on ne saurait aller sur ce chantier sans quand même associer un certain nombre d'acteurs qui travaillent dans ce domaine au niveau du pays. Je vais nommer l'IGN, que nous saluons au passage, qui travaille avec nous et les différents inputs que
nous avons eu, sur lesquels nous travaillons, certains sont venus également de l'IGN. Il y a l'agence, l'ANDF, avec qui nous travaillons. Nous avons également l'université qui est avec nous à travers... Est-ce qu'il faut avoir aussi des informations foncières, c'est ça? Oui, puisque sur le plan foncier, il y a un certain nombre de travaux qui étaient déjà réalisés, ça nous permet de pouvoir, pour notre cartographie, de disposer de ces bases-là pour faciliter le travail que nous faisons. Donc c'est en cela. Nous travaillons également avec la DSA, la Direction des statistiques agricoles, qui a déjà réalisé un recensement sur l'agriculture récemment et plusieurs autres structures. D'accord. Abordons à présent les différentes étapes à suivre pour un recensement. Parce que là, nous sommes sur la phase pilote actuellement. Alors, quelles sont les étapes? Comment c'est organisé? Bon, pour réaliser un bon recensement, il faut partir des travaux préparatoires. D'accord. Les travaux préparatoires, ça inclut tout ce qui rentre dans l'élaboration des documents techniques. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, on a dû élaborer des méthodologies, des outils de collecte, des applications qui vont être utilisées avec nos tablettes pour collecter. Tout ça, ça a été fait dans un premier temps. Mais également la rédaction de plusieurs documents, les documents de mobilisation des ressources, les documents de stratégie de communication, et également les différentes rencontres qui devraient être effectuées. Vous savez, il y a la table ronde des bailleurs ou pour la mobilisation des ressources, mais également d'importantes rencontres sur des rencontres techniques. Par exemple, tous les utilisateurs, je dirais les potentiels utilisateurs des données du recensement, nous les avons consultés, nous avons échangé avec eux, nous avons partagé la méthodologie avec eux, nous avons partagé également nos outils de collecte avec eux. Et au niveau de chaque secteur, il est question de pouvoir exprimer les besoins réels de l'heure. Et en fonction de ça, nous adaptons nos outils de collecte pour prendre en compte les préoccupations actuelles. Puisque l'Institut national de la statistique et de la démographie réalise l'opération, mais c'est d'autres structures, c'est d'autres acteurs qui vont l'utiliser. Il faut tenir compte des besoins de ces acteurs-là. Donc, tout ça et le passage de ces documents en Conseil des ministres pour validation, la prise de décret et l'installation des différents comités qui devraient accompagner le processus. Tout ça, ça fait partie des travaux préparatoires. Mais l'une des étapes qui devrait suivre importante, c'est la cartographie censitaire. La cartographie censitaire, c'est quoi? Vous êtes à cette étape actuellement? Nous sommes à cette étape. La cartographie censitaire consiste à découper tout le territoire du Bénin en de petites portions que nous appelons généralement zones de dénombrement. Zones de dénombrement. Et ce sont cette zone de dénombrement que nous allons confier plus tard à un agent recenseur pour faire le dénombrement. Un agent recenseur. C'est-à-dire, c'est un seul agent recenseur qui est indiqué pour rester dans une zone de dénombrement. Vous comprenez avec moi que lorsque vous mettez deux agents dans une même zone pour faire le recensement, à la fin, soit on aura des doublons, ou bien on aura des omissions. C'est ça. Voilà, donc l'opération est conçue comme ça. C'est un seul agent qui doit balayer. Et cet agent a l'obligation donc de sillonner tout cet espace-là. Effectivement. Voilà. Et c'est pour cela également que le recensement, c'est ça, le dénombrement lui-même ne doit pas prendre trop de temps. C'est ça. Il y a la simultanéité du recensement, donc il faut le faire au même moment partout. Parce qu'il peut y avoir des déplacements de population. Exactement. Il est recommandé de le faire dans un intervalle de 2 semaines ou légèrement plus. Donc quand ça prend trop de temps, ce n'est pas intéressant. Ça, c'est le dénombrement. Par contre, la cartographie que nous sommes en train de faire maintenant, comme c'est, je vous l'ai dit au départ, c'est le tout numérique, ça veut dire que c'est des choses que nous n'avons jamais fait, que nous sommes en train de faire. Il ne faut pas aller à la va-vite. Nous sommes en train de faire la phase pilote à l'échelle de 3 communes. Nous avons choisi Cotonou, Cotonou étant une ville à statut particulier, ça c'est caractéristiques, ses spécificités. Nous avons pris la commune de Corvey. Corvey aussi, c'est au niveau, quand on parle des communes qui sont un peu, ont des arrondissements ruraux, etc. On va voir un peu comment est-ce que la chose se comporte également là-bas. Nous avons pris la commune de Parakou. Parakou étant une ville à statut particulier aussi, mais avec des extensions un peu à caractère pas totalement forcément urbain. Et donc,
à la fin de la cartographie à l'échelle de ces 3 communes, nous allons pouvoir dégager les différentes leçons. Est-ce qu'il y a des choses à ajuster? Est-ce qu'il y a des choses à revoir avant de lancer le reste de la cartographie, c'est-à-dire à l'échelle des 74 autres communes de notre pays. Et donc, actuellement, nous sommes pratiquement, d'ici une semaine, nous allons finir la cartographie pilote que nous sommes en train de faire et déployer les agents sur les autres communes. Quand on va finir totalement la cartographie, pendant même que la cartographie est en cours, pendant que la cartographie est en cours, il y a d'autres étapes qui se suivent. Et il y a le recensement pilote. Le recensement pilote aussi, c'est exactement tel que le recensement doit se dérouler, le dénombrement doit se dérouler. Mais on fait ça à l'échelle de quelques zones de dénombrement, puisqu'on aurait déjà eu les différentes zones de dénombrement à l'issue de la cartographie. Et donc, on fait ça à l'échelle de quelques zones de dénombrement. Et on fait l'enquête post-censitaire pilote, pour évaluer également la couverture du recensement pilote. Également, pendant que tout ceci se déroule, nous travaillons au bureau sur les thématiques, les thèmes d'analyse, la rédaction des thèmes d'analyse, les plans de tabulation. Il y a pas mal de choses qui se font avant même qu'on aille au dénombrement. Et à ce niveau également, il y a beaucoup de consultations qui se font. On fait appel aux acteurs de tous les secteurs pour que les thématiques nouvelles qui émergent aujourd'hui, nous puissions les prendre en compte dans notre recensement. Et après le recensement pilote, c'est en ce moment maintenant on va passer au dénombrement général. Le dénombrement général, c'est la phase que nous venons de décrire tout à l'heure où on va passer dans chaque ménage, où on va faire le listing de tous les individus qui vivent, de toutes les personnes qui vivent dans chaque ménage. Même les enfants qui sont nés aujourd'hui vont être pris en compte si nous allons dans le ménage. Et les vieillards, les personnes vivant avec un handicap et toutes les personnes. Personne n'est mis de côté. Et donc, c'est tout ça que nous allons vraiment faire et finir le dénombrement au bout de 2 semaines. Après ça, nous allons faire l'enquête post-censitaire. L'enquête post-censitaire, c'est l'évaluation en quelque sorte de la couverture du recensement et de la qualité de certaines variables démographiques clés du recensement. Ça également, ça doit se faire dans un délai proche. Ça ne doit pas trop s'écarter de la période du dénombrement parce que si ça s'écarte trop, il y a également déjà beaucoup de mouvements de population qu'on ne saurait véritablement expliquer plus tard. Alors que quand nous faisons l'enquête post-censitaire, les différences qu'on constate, il y a des visites de conciliation, les collationnements, tout ça que nous faisons pour pouvoir tirer les conclusions. On pourra dire que notre recensement a été couvert à hauteur de 90%, non 98%, non 96%. Et ça, c'est vraiment à la satisfaction de tout le monde. Et donc, après cette étape, il y a la phase d'analyse et de traitement des données. Et nous allons diffuser les données, nous allons publier les données et faire des disséminations. C'est les disséminations là qui vont permettre aux acteurs à divers niveaux de pouvoir prendre en compte les nouveaux chiffres du recensement. Parce que nous pouvons produire, si nous ne disséminons pas, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a de ces chiffres-là qui sont déjà disponibles. Donc il faut disséminer pour permettre aux gens de les utiliser dans leurs différentes actions de planification du développement. Donc ce sont toujours les méthodes qui sont utilisées, les différentes étapes qui sont... C'est les différentes étapes. Si nous sautons une de ces étapes, c'est que ça a forcément un coup sur le recensement. D'accord. Alors, si on vous prend aujourd'hui, on vous demande quels sont les enjeux réels du RGPH 5 pour vous au niveau de l'Estade. Bon, les enjeux aujourd'hui, avec le tout numérique, c'est de pouvoir réussir à couvrir l'ensemble du territoire dans le cadre de ce recensement et à ne laisser personne pour compte. C'est-à-dire toute la population de toutes nos communes, de tous nos arrondissements, tous nos quartiers et villages puissent être véritablement pris en compte dans ce recensement. Ça, c'est très important. Ça, c'est notre... c'est le challenge même, ça. D'accord. D'accord. Donc, avec les... comment on dit? Avec l'équipement, avec les équipements que nous sommes en train d'utiliser, nous avons très tôt pris sur nous de renforcer les capacités
des acteurs qui sont concernés par cette opération-là. Nous avons fait... Les agents doivent maîtriser l'outil. Les agents doivent, mais au-delà même des agents qui vont sur le terrain, l'équipe de conception. C'est ça. Il faut renforcer véritablement leur capacité dans la conception de ces outils. Vous avez eu l'appui des partenaires dans ce domaine-là? Ou bien ce sont les Béninois qui s'en occupent? Je dirais que le gouvernement même s'est véritablement impliqué pour renforcer les capacités. C'est vrai que nous avons fait à des moments donnés appel à des compétences extérieures. Tout à fait. Vous savez, le recensement général de la population, c'est pas un truc où chaque pays reste dans son coin pour dire j'ai fait mon recensement et voici. Il y a l'assurance qualité du recensement qui doit être véritablement appréciée par les acteurs, même au niveau international. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, que l'UNFPA, c'est l'une de ses missions. Donc, leur rôle également et responsabilité, c'est de s'assurer que le recensement que nous sommes en train de mettre en œuvre au niveau du Bénin répond aux standards internationaux. Et donc, dans ce cadre-là, l'UNFPA a mis à notre disposition des experts qui ont suivi un peu tout ce qui a été fait et qui se sont rendus compte que tout ce qui se fait respecte les normes en la matière. Voilà, donc tout ceci nous permet aujourd'hui de dire que nous sommes sur une bonne voie et que les résultats qui sont attendus de ce recensement pourront être véritablement obtenus. D'accord. À l'étape actuelle, est-ce que vous tirez déjà des leçons? Ou bien pas encore? Il y a déjà quelques leçons. Il y a déjà quelques leçons. La première leçon, c'est déjà le côté sensibilisation et communication sur l'opération. Parce que lorsque, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a démarré la phase pilote, on s'est rendu compte que malgré les actions de communication dans les radios locales, tout ce qui a été fait de visuel au niveau de la télé, etc., ça ne passe toujours pas. Il y a des sensibilisations, des communications de proche en proche également qui sont prévues. Parce que les maires, les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier et de village sont tous dans les différents comités que nous avons prévus pour suivre la bonne évolution des travaux. Et donc, vous avez parlé du 14 mars tout à l'heure, là où le comité national avec ses différents sous-comités ont été installés. Et il y a également le comité départemental au niveau de chaque département. On a un comité au niveau local également, au niveau de chaque commune. Nous avons également un comité. Ces comités-là, des arrêtés ont été déjà pris. Il reste à installer les différents membres pour qu'ils se sentent vraiment concernés. Lorsque dans un quartier ou bien dans une commune, toutes les autorités qui sont là se sentent vraiment concernés par la chose, vous savez que ça prend toujours parce que c'est eux-mêmes, ils mobilisent toute la population pour vraiment que les gens puissent donner les informations. Donc, sur le côté communication, sensibilisation, je pense que c'est vraiment une leçon que nous avons. Parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de cas de vol dans les quartiers et autres, des intrusions où on voit par exemple des anarcheurs qui entrent dans les maisons sous prétexte de tel ou tel agent venant d'une structure, mais avec des intentions vraiment bizarres. Et donc cela amène des propriétaires de maisons à ne pas ouvrir la porte à vos agents des fois. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour cela que l'Institut de plus en plus fait l'effort d'être beaucoup plus bien visible, c'est que ces agents soient identifiables facilement sur le terrain. Donc, lors de cette cartographie, nous avons confectionné des chasubles que nous avons distribués à tous les agents. Donc, les agents passent dans les quartiers avec leur chasuble à l'effigie donc du recensement et des logos de l'Instad. Il y a également le badge avec une photo qui indique véritablement que l'agent a été mandaté. En dehors du badge, il y a également une lettre de recommandation ou un mandat que nous donnons aux agents. Et les propriétaires de maison, les responsables à divers niveaux peuvent toujours vérifier. Pour s'assurer. Mais malgré ça, il y a la police républicaine qui travaille avec nous, puisque la police est saisie et sait que cette opération se mêle et que nos agents sont sur le terrain. Parce que de l'autre côté aussi, des fois, les agents font objet de braquage ou bien de trucs. Donc, mais la police nous accompagne pour leur sécurité, pour les protéger également dans le cadre de l'exercice de cette activité. Voilà.
Je l'avais annoncé sur cette émission, les auditeurs peuvent donc commencer à nous appeler. 40 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes. Vous pouvez donc appeler et poser des questions à notre invité du jour. On poursuit en attendant d'avoir des intervenants sur cette émission. Est-ce que jusqu'à présent, vous pouvez donc évoquer des difficultés que vous avez rencontrées déjà sur le terrain ou que les agents rencontrent sur le terrain? Je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui appelle. On va l'écouter. Le temps de revenir, bien entendu, sur la question concernant les difficultés. Dès que un intervenant est là, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Qui avons l'honneur? Monsieur Adjaki Basile, je vous appelle depuis l'arrondissement de Tango-Thierry. D'accord. Nous vous écoutons. Bien, je salue votre invité. Bonjour, monsieur le directeur. Oui, bonjour, monsieur Adjaki. Ce que je voudrais vous demander, c'est depuis au temps du président M. François Sogo que le recensement a été correct. La population reconnaît qu'on a fait un recensement très correct. Mais depuis ce temps, il n'y a plus de recensement. Là où je suis maintenant dans le village ici, viens voir. Quand on fait un recensement ici, les villageois sont allés au champ. Et on passe maison à maison pour dire qui fait le recensement. C'est pas bon. Il faut laisser chacun d'aller donner son nom dans une école ou bien arrondissement. Ça vaut beaucoup mieux. Là maintenant, on va savoir exactement le nombre du pays, le nombre de la population. Mais la façon que vous gérez pour dire que vous travaillez, vous faites ci, vous faites ça, moi, je ne veux pas trop compter sur vous, monsieur le directeur. Sans vous mentir, parce que c'est le cadre béninois qui tue le Bénin. C'est parce qu'il y a de l'argent dedans, tout le monde a accepté pour faire du travail bidon, travail sans effet. C'est partout, c'est comme ça. Il faut voir, par exemple, les dames qui ont parlé à la radio pour défendre les femmes. Il y a des femmes qui sont dans la brousse, qui souffrent énormément. Leur mari est mort, il laisse 10 enfants, 8 enfants, il ne sait même pas comment elle va manger. Et les ONG restent à la télévision pour parler, pour dire qu'ils défendent les femmes. Alors que la femme Amazon, elle est née chez moi, elle est née chez moi, maison à Djakigé. C'est le premier enfant de Kouibadja. Je suis né au Kouibadja. Donc c'est comme ça, parce qu'il y a des femmes qu'on doit défendre. Mais de toute façon qu'ils sont en train de parler à Cotonou, à la radio, à la télévision, ça ne dit rien, ça ne fait rien, absolument rien. Il n'a qu'à venir à Tango-Thierry ici, tout près pour voir, jusqu'à ce point pour voir la vie des femmes. C'est comme ça que vous aussi, monsieur le directeur. Si vous voulez faire le travail, il faut bien faire le travail. Parce qu'on a la confiance, on va vous mettre de l'argent à vous, de travailler correctement, on ne fait pas le travail comme il le faut. Monsieur Naoum, d'accord. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. Nous allons poursuivre ici au studio. Certainement d'autres vont pouvoir appeler pour participer donc à cette émission. C'est la question où c'est le moment où on reçoit, bien entendu, les auditeurs sur nos antennes. On va certainement recevoir un autre. Quelqu'un est déjà au standard. On va le prendre aussi. Bonjour à vous. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, votre nom? Bernadette Fabi, depuis Cotonou. D'accord. Vous avez votre poste radio allumé et aussi... D'accord. On y va, Bernadette Fabi. Monsieur le directeur, je vous salue. Oui, merci. Nous vous écoutons. D'accord. Merci au monsieur le directeur pour les détails qu'il a donnés. Ça montre qu'il est dans son rôle et il connaît son travail. Mais vous avez un coq qui vient de se réveiller là. Je suis à la maison, donc il y en a plein. Si vous pouvez vous mettre un peu en retrait, ça va nous aider beaucoup pour pouvoir suivre vos questions. Allez-y. Parlez un peu plus fort pour dominer la voix de ce coq-là. D'accord. Bon, pour mes questions. Oui. Dans votre sigle, il y a un côté social. Social, là, vous pouvez me donner un peu de détails par rapport à ça? Ça, c'est un. Et de deux. Et vous êtes associé avec IGN et ANDF. Bon, quel est leur rôle exact dans cette affaire? Parce que vous avez dit que vous faites les recensements des personnes et de l'habitat. Mais pourquoi au retour,
l'État nous demande encore de faire des enregistrements de nos parcelles, de nos maisons et autres. Sinon, normalement, dans vos recensements, nous avons déjà tous les détails qu'il faut pour que l'État puisse avoir le nombre de parcelles qui figurent dans le pays. Et ça aussi, ça demande encore à débourser de l'argent. Donc, essayez de nous donner tous ces détails. Parce qu'en temps, j'étais à la maison où un monsieur était venu pour le recensement de la maison. Et je lui ai donné toutes les informations qu'il faut. Bon, par rapport à la recensement des personnes de l'habitat, j'étais aussi à la maison dimanche. C'était un dimanche. Ils étaient venus. Je leur ai donné les informations qu'il faut. Mais pourquoi au retour, on demande à ce qu'on enregistre notre maison et nos terrains à l'ANDF alors que vous êtes déjà associé avec eux? Donc, c'est des questions que j'ai à poser. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Laou. Merci, bonne journée à vous, Bernardin Fabi. Vous aurez les réponses à vos questions. Dans les minutes qui vont suivre, on va prendre un autre intervenant qui est déjà au standard également. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous avez votre pause radio allumée, s'il vous plaît. Je vous prie de l'éteindre. D'accord. Il faut toujours faire l'effort d'éteindre la pause radio dès que vous appelez Radio Cotonou ou n'importe quelle radio. Oui, voilà. Votre nom d'abord. Simon Narcisse Roulon. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais remercier votre invité, vous-même, d'abord. Ensuite, je poser deux questions. Allez-y. La première question, c'est l'impact de l'aniport et de l'hygiène sur les travaux qui sont en cours ou sur ces travaux qui se déroulent généralement au niveau donc des statistiques. D'accord. Deuxième question, est-ce que l'hygiène vend des cartes des communes, du Bénin, même pourquoi pas? Je voudrais demander si ces cartes-là sont des travaux qui sont issus de votre département ou bien si c'est des travaux qui sont faits par eux-mêmes pour avoir ces cartes-là et si ces cartes-là sont fiables. Donc voilà mes préoccupations. Je voudrais vous remercier et bonne séance. Donc si je comprends bien, c'est l'hygiène qui vend les cartes. Oui, en fait, ce que l'hygiène vend les cartes. D'accord. Est-ce que c'est l'hygiène qui a vocation à vendre les cartes? Ou bien si c'est à l'Instad? À les produire, à les vendre, ou bien si c'est votre structure qui le fait avec eux pour la fiabilité de cartes à question, quoi. D'accord. Merci. On en achète et puis on en utilise comme cela doit pour nos travaux au niveau donc des ONG et autres, quoi. D'accord. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Narcisse Simon Holonou, pour votre participation à cette émission. On va donc espérer encore 2 ou 3 appels et on pourra donc donner la parole à notre invité pour pouvoir donner les réponses appropriées. Un intervenant, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Oui, bonjour. Vous dites? Je m'appelle Tadé Wisdom. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Je ne sais pas poser de questions particulières, Oui. mais je voudrais tout de même remercier l'INSTAD et plus particulièrement l'invité du jour, le directeur des statistiques démographiques et sociales, D'accord. pour nous avoir éclairé de manière plus approfondie sur le recensement et le travail qu'il accomplit. D'accord, merci. Évidemment, nous sommes tous conscients de l'importance de ce recensement en termes de développement du Bénin. Oui. Et c'est dans cette optique que nous exhortons la population du Bénin à bien accueillir les agents sur le terrain en leur facilitant la tâche. C'est ça. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Hein. C'est très bien de participer à l'émission et surtout votre appel à l'endroit des populations. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, votre nom? D'accord, nous vous écoutons. D'accord. Et depuis, ça fait des années qu'ils passent pas par les maisons pour prendre les noms. Mais moi, je dis, s'ils ont passé les maisons pour prendre des noms, comment ils font les renseignements dans leurs appareils? Parce qu'aujourd'hui, si tu vas à la mairie de Calavi, si tu veux faire quelque chose, maintenant, on m'a dit, il faut avec des papiers. Ils ont passé par les maisons pour prendre les noms des enfants, les noms de tout le monde.
Maintenant, s'ils ont déjà fait ça là, il faut que, si on va là, mais pour faire certains papiers, on dit, votre nom est déjà là, maintenant, c'est comme ça. Maintenant, on nous dit d'aller tel endroit, on n'a pas encore des papiers. Ça là, maintenant, est-ce que ça marche correctement? Est-ce que les gens qui ont dépense en train de faire tout ça là? Tout à l'heure. D'accord, merci. J'ai compris sa préoccupation. On prend des noms chaque fois, mais chaque fois on vous demande encore des papiers et autres. On va donc espérer le dernier intervenant. Si ça vient, on va prendre. Sinon, on va commencer à répondre aux questions des auditeurs. Voilà, donc je crois quand même que quelqu'un est au bout du fil. On va le prendre. Vous êtes sur Radio Cotonou et l'émission C'est franc parler. C'est le moment de poser des questions à notre invité du jour, et si vous appelez, on pourra donc vous recevoir très très rapidement. Bonjour. Bonjour monsieur Nao. Oui, votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Okay. Vous avez votre pause radio à côté, je vous prie de l'éteindre. Non, je n'ai pas de radio allumée. Ou bien vous avez un écouteur? Oui. Donc il faut enlever l'écouteur, utiliser directement le téléphone pour parler. Allô? Oui, c'est bon maintenant. Ok, merci monsieur Nao. Oui. Nous avons suivi, moi je tiens beaucoup à remercier le directeur pour son intervention. D'accord. Ça nous a permis de comprendre le processus du recensement et les étapes à franchir pour aboutir au recensement général de la population. Oui. C'est juste mon accord de... D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. On revient donc au studio et on va commencer par répondre aux auditeurs. On commence par monsieur Adjakidje, donc qui parle de recensement sous Soglo. Pour lui, c'est le meilleur recensement qu'il a connu. Aujourd'hui, il pense que ce qui est fait, ce n'est pas dans les règles de l'art. Pourquoi ne pas créer un poste quelque part où les gens viennent spontanément eux-mêmes pour fournir des informations? La réponse. Merci, je remercie les auditeurs, je remercie l'intervenant pour sa question. Ça nous permet également de donner peut-être encore plus d'éclairage sur ce que c'est que le recensement, que les gens ne comprennent pas encore véritablement. Vous savez, dans le pays, il y a plusieurs instruments pour faire telle ou telle chose. Et on ne doit pas confondre ces instruments-là avec ce que c'est que le recensement. Nous l'avons expliqué maintenant. Et tant que la méthodologie du recensement général de la population et de l'habitation recommande de porte à porte. Les agents doivent être envoyés sur le terrain. Même les personnes qui ne voient pas, même les personnes qui ne se déplacent pas, même les personnes qui ont des difficultés fonctionnelles doivent pouvoir être recensées. Même le bébé qui est né aujourd'hui doit pouvoir être recensé. On passe dans chaque maison pour recenser les habitants de cette maison, mais également on a dit habitation. Même si le bébé est encore à l'hôpital. Puisque le bébé est déjà né, oui, qui fait partie de ce ménage, oui, on doit pouvoir le comptabiliser. D'accord. Et on a parlé également de l'habitation. Nous nous intéressons aux unités d'habitation, les logements, oui, et leurs caractéristiques, puisque c'est tout ça là que nous allons utiliser plus tard pour décrire les situations, les conditions de vie de nos populations. Donc il ne s'agit pas de le faire comme certaines formes de recensement administratif que nous avons réalisé dans ce pays où on va peut-être au poste d'arrondissement ou bien du quartier pour s'inscrire, etc. Non, ici, et la chose est tellement planifiée de sorte que, puisque l'intervenant a dit que les femmes vont au champ, mais les femmes vont au champ et reviennent quand? Puisque lors du recensement, je vous ai dit, ça ne prend pas du temps, c'est au plus 2 semaines. Et il y a une campagne de sensibilisation accrue qui est faite. Et dans chaque quartier, dans chaque village, et dans chaque localité de village, les autorités, les CV, les sécu, leurs guides, leurs conseillers, ils sont tous là à gongonner, à informer tout le monde que les agents sont là. Et vous savez, c'est un questionnaire, on va administrer. Et ça ne prend même pas 1 heure de temps. Okay. Et donc, ça là ne devait pas être quelque chose pour nous empêcher à faire nos activités. Les gens, quand on gongonne, le chef de quartier annonce que les agents de l'Instat sont là, dans notre quartier, dans notre localité. Il faut que vous vous retournez, il faut que vous... Des fois même, il y a certaines autorités qui ferment même le marché
un jour donné pour dire non. Il faut que tout le monde puisse se faire recenser. Les agents sont dans la localité, etc. Mais ce que nous faisons, même quand les ménages ne sont pas présents, les agents sont obligés de revenir plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils trouvent le ménage et recenser ses membres. Vous voyez? Et l'autre chose aussi, il y a les contacts que nous pouvons prendre. Puisqu'il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui vont au boulot en journée, qui ne vont revenir que le soir. Ces gens aussi seront recensés. Même si le père, qui est le chef de ménage peut-être, n'est pas présent, peut-être la maman est là, on donne rendez-vous. C'est selon la disponibilité des ménages que nous faisons notre travail. Et nous le faisons de façon à ce que tout le monde puisse être recensé. Tout le monde puisse être recensé. Donc vous rassurez l'intervenant de ce que ce soit le recensement sous Soglo et autres, c'est que les normes sont établies. Puisque c'est les mêmes personnes qui ont fait les premiers recensements et ceux que nous faisons aujourd'hui. Et vous avez vu d'autres intervenants qui ont dit quand même que les agents viennent tout le temps. On vient tout le temps dans nos ménages pour prendre nos informations. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même qu'on est présent dans les ménages. Et je vais rassurer également les intervenants que nous ne devons pas confondre ce que nous appelons ici maintenant recensement et les enquêtes périodiques que nous faisons, les enquêtes intercensitaires que nous faisons pour apprécier telle ou telle situation. Parce que même à tout moment, nous envoyons les agents sur le terrain pour collecter des informations sur telle ou telle thématique. Si les gens font bien attention à l'introduction des agents, dans leur introduction, ils disent l'objet pour lequel ils sont venus collecter l'information. Alors que ce dont nous sommes en train de parler ici, c'est chaque 10 ans. C'est chaque 10 ans que nous le faisons. Et il y a souvent une campagne médiatique qui est faite et une sensibilisation large public qui est faite autour de cela. Alors que pour les autres enquêtes, bon, ce n'est pas aussi, puisque c'est pas échantillonnage, puisqu'on fait notre sondage et puis on définit les ménages qui vont faire objet de cette enquête-là. Et donc c'est vers ces ménages-là, depuis le bureau, on tire les ménages et c'est vers ces ménages-là que les agents vont pour faire pour poser les différentes questions. Donc je voudrais rassurer nos auditeurs qu'il s'agit bel et bien d'un recensement que nous allons faire de porte à porte, de ménage à ménage, mais en son temps, il revient à nos ménages de se prêter aux questions de nos agents, de se rendre disponibles pour donner l'information. Parce que si vous ne donnez pas l'information telle que vous le dites maintenant, je l'ai dit, c'est des idées reçues aussi. C'est ça. Parce que quelqu'un a dit ceci, l'autre aussi dit, il y a d'autres qui envoient même des choses sur les réseaux sociaux pour dire non, on est en train de passer dans les maisons pour qu'on puisse envoyer un pot, etc. Non, nous avons expliqué ici maintenant l'importance de ce recensement et ce à quoi ça va servir. Ça va servir à nous-mêmes. Mais si aujourd'hui nous refusons de donner les informations, ça fait encore dans 10 ans. On va rater toutes les actions de développement de notre localité pour 10 ans. Parce qu'on va se baser toujours sur des données, les anciennes données qui sont déjà obsolètes. Oui, voilà. Et donc, il y a également... Bernardin Fabi qui parle du social à l'Instad. Oui. Vous faites les recensements et autres, mais vous demandez encore d'aller enregistrer des parcelles. On ne comprend pas. Bon, à l'entame de l'émission, j'ai expliqué un peu ce que nous mettons dans le social. D'accord? Ce que nous faisons. Parce que quand on parle du social, le gouvernement a besoin de mener des politiques sur le secteur de l'emploi. Tout ça, c'est le social. C'est l'Institut national de la statistique qui peut rendre compte de la situation exacte. De pauvreté. De la question de l'emploi, du chômage, les questions de pauvreté et tout ça, les conditions de vie de nos populations. C'est les informations que nous allons collecter là, qui vont nous permettre de rendre compte de ces conditions de vie de nos populations. Et donc tout ça, c'est le social. Maintenant, l'IGN, ANDF, au fait, chaque structure est dans son couloir. Maintenant, lorsque l'autre veut réaliser une activité, elle a besoin peut-être de certains inputs qu'il va vers l'autre pour prendre. Quand j'ai évoqué l'IGN, vous savez, actuellement, on est en train de faire la cartographie censitaire. Et j'ai expliqué que la cartographie censitaire, la finalité même de la cartographie censitaire, c'est de disposer, n'est-ce pas, des zones découpées. C'est-à-dire, on découpe tout le territoire en de petites portions que nous appelons zones de dénombrement. Et nous ne pouvons pas parler de découpage
nous ne pouvons pas aller faire des découpages sans quand même prendre en compte l'existant, les travaux que l'IGN avait dit. Puisque un autre intervenant a même dit que l'IGN, c'est l'IGN qui fait les cartes de nos différents départements. Là. Mais nous, au niveau opérationnel, au niveau les plus fins, nous réalisons des cartes de zones de dénombrement. Donc, c'est des cartes opérationnelles de travail que nous réalisons. Mais pour le faire, il nous faut surtout que nous utilisons le numérique maintenant. Il nous faut avoir les limites des quartiers, les limites des arrondissements, des communes, des départements. Tout ça, c'est au niveau de l'IGN qu'on peut avoir ces informations. Mais il y avait un vaste travail qui avait été fait, formidable, qui a permis de disposer de ces ressources que l'IGN a mis à notre disposition. Répondre fondamentalement à cet intervenant, Bernadette Fabi, et je comprends bien sa préoccupation. Hein. Vous envoyez par exemple des agents dans une maison. Vous voyez le chef de ménage qui vous renseigne et qui vous dit, voilà, c'est ma maison, je suis le chef de ménage, nous résidons ici, j'ai tel nombre de femmes, c'est ma maison, il donne non et tout. Mais est-ce qu'on a encore besoin? Pourquoi vous ne mettez pas directement cette information à la disposition de la NDF? Parce que la NDF dit, bon, venez encore enregistrer vos maisons et autres. Je crois que la zone d'ombre est là, donc il faut apporter la clarification. Je pense que ce que nous faisons, c'est à l'avantage de nos populations. L'Institut a son rôle, la NDF joue son rôle, et l'Institut, lorsque nous venons dans les ménages, pour prendre même les informations, nous expliquons aux ménages que tout ce que nous allons prendre comme information est traité dans la stricte confidentialité. C'est ça. C'est traité dans la stricte confidentialité. Parce que il y a le sceau du secret statistique, hein, pour lequel la loi statistique a clairement martelé. Nous n'avons pas le droit de prendre des informations que nous avons collectées auprès de la population de façon nommément pour aller dire que voilà, aller vers la NDF par exemple pour vous dire voilà, monsieur Naum, voilà, a déclaré telle information, a déclaré tel nombre de femmes, tel nombre d'enfants, et voilà, ça ne se fait pas. Il a tel nombre de maisons. Non, c'est la NDF qui va gérer ça là avec vous. Mais nous, ça ne rentre pas dans notre champ d'action. Nous, notre champ d'action, c'est quoi? C'est de produire les statistiques. Et les informations que nous collectons, nous les traitons. Nous les traitons, nous les évaluons et tout ça, et nous sortons les stats, les indicateurs. Et ces indicateurs... En termes de pourcentage. En termes de pourcentage, en termes de ratio. Et les indicateurs. Donc c'est ça. Et c'est ça que les gens utilisent. Mais on ne dira pas que, dans la maison de telle personne, c'est telle chose. Donc lorsque nous commençons par aller donner ces informations-là aux autres structures, ce ne serait pas bien. Nous ne sommes plus en train de gérer les choses en toute confidentialité. D'accord. Vous voyez. Voilà. Donc je pense que c'est la même chose pour l'intervenant qui disait qu'au niveau de la mairie, également, ils donnent des informations alors qu'ils ont déjà donné les informations. Non, on ne peut pas. Il n'y a pas de mélange à faire. Il n'y a pas de mélange. Les informations que nous donnons, c'est par rapport à cette opération et nous allons traiter les choses en toute confidentialité. Et lorsque nous sortons nos données et les bases de données qui sont utilisées, il n'y a même plus les noms des individus. Non, on ne doit pas. Si on le fait, c'est qu'on sera sanctionné. Je vous ai dit que ce que nous faisons, il y a l'assurance qualité qui est également suivie et les institutions veillent véritablement à ça. Il y a l'APDP également qui est là. Donc en réalité, au finish, quand vous faites votre travail, on ne viendra pas chez vous pour savoir, bon, Honoré Naum a 5 enfants et dans telle rue. Non, jamais, pas ça. Jamais. Mais on dira dans cette rue, il y a tel nombre de populations, il y a tel nombre de personnes dans la rue. Et voilà leurs conditions de vie, voilà les statistiques, voilà ceci, voilà cela. Sur chaque thématique, on va pouvoir donner des informations. Et c'est ça qui permettra aux autorités de dire, tiens, dans telle commune, il y a une situation de pauvreté qui est très alarmante, donc il faut que nous trouvions une solution. Dans telle contrée, il y a telle situation en matière d'éducation, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Qu'est-ce qui fait? Mais si vous allez par exemple à Djidje, où vous allez là-bas, vous rencontrez une femme qui dit bon, je suis l'épouse de Honoré Naum avec 5 enfants, et vous allez encore à Papa et on dit bon, c'est toujours l'épouse de Honoré Naum avec 3 enfants. Comment vous combinez ça? Oui, et
Avant d'envoyer les agents sur le terrain, il y a plusieurs semaines de formation. Oui. Plusieurs semaines de formation, parce que ça, c'est très important. Il faut que les agents puissent maîtriser d'abord la méthodologie de collecte, mais également bien maîtriser, cerner les différents compartiments des outils de collecte que nous avons élaborés. Et donc, dans la méthodologie, nous ne pouvons pas, Monsieur Honoré Naoum ne peut pas être chef de ménage à DJ et on va le retrouver encore chef de ménage à Akpakpa. C'est pour ça que nous invitons les ménages, les populations à donner des informations justes et vraies. Parce que selon les formations que nous allons donner aux agents, les agents ont des outils, des rudiments qui vont leur permettre de savoir comment classer ces genres de cas. Est-ce que vous voyez? Donc, tous les individus qui seront à DJ dans ce cas de figure seront pris en compte. Mais à quoi également, ça va être pris en compte. Mais on ne retrouvera pas Honoré Naoum comme chef de ménage des deux côtés. Ça va induire un biais dans le travail qui va être fait plus tard. D'accord. Voilà. Donc vous prenez compte, vous tenez compte de tout ça. On en tient compte. Parce que le recensement, je vais même profiter pour ouvrir le recensement général de la population et de l'habitation. J'avais dit, ça prend en compte tout le monde sur le territoire national, sur le territoire du Bénin. Ça veut dire quoi? Qu'on soit béninois ou qu'on soit étranger, soit béninois ou qu'on soit étranger, on est concerné. Mais tous ceux qui vivent sur le territoire béninois, nous ne nous intéressons pas, on n'ira pas ailleurs pour aller voir les Béninois, non. Dans les recensements qui sont faits par les autres pays également, ils vont compter les Béninois qui résident là-bas. Exactement. Voilà. On parle bien entendu de l'impact de l'ANIP et de l'hygiène dans le processus qui est en cours. Oui, bon, pour l'hygiène, je viens de le dire, c'est des inputs que nous prenons, des fonds de carte, des limites de certains territoires que nous prenons et nous les utilisons dans le cadre du travail que nous faisons pour pouvoir vraiment faire une bonne délimitation et une bonne reconnaissance sur le terrain. Vous travaillez avec l'ANIP? Au niveau de l'ANIP, en fait, nous travaillons, l'une de nos missions au niveau de la direction également, c'est de pouvoir produire de façon régulière des statistiques de l'état civil. Est-ce que vous voyez? Et c'est l'ANIP qui est au cœur de tout ce qui est aujourd'hui enregistrement, modernisation, enregistrement au niveau des données de l'état civil. Et donc avec l'ANIP, il y a un travail qui se fait avec l'Instat pour que ces statistiques-là, nous puissions les produire de façon plus approfondie. Par contre, pour le recensement, les résultats que nous allons donner par la suite vont permettre à l'ANIP également d'avoir également des statistiques pour voir sur quel levier agit dans la modernisation de son national d'enregistrement. Et donc ici, l'ANIP, ce n'est pas que les informations qui sont déclarées à l'ANIP, l'Instat peut les prendre directement dans le recensement, ou les informations qui sont dans le recensement, on va les envoyer à la... Non. Comme je l'ai dit, tout ce que nous collectons, c'est dans la stricte confidentialité. Or, la structure qui a été autorisée au niveau du pays pour collecter des informations avec l'identification claire des individus et tout, c'est l'ANIP qui fait ce travail-là. Donc nous ne rentrons pas dans ce champ. Nous collectons les informations, on prend les noms des personnes, mais c'est pour pouvoir faire les traitements. Puisque dans un même ménage, on est obligé de calculer des trucs, associer, faire des associations, créer des noyaux, et voir les liens de parenté, etc., faire un certain nombre de choses. Donc quand on finit de traiter tout ce qui est information personnelle qui permettrait d'identifier quelqu'un, on enlève les noms, les prénoms et tout ça, et on publie l'information de façon agrégée. Voilà, merci beaucoup à vous. Je crois que les autres auditeurs ont essayé donc de contribuer véritablement à l'opération qui est en cours et appeler les populations à collaborer pour donner les informations justes à l'Instat. Alors, la prochaine étape, après la phase censitaire, ça va être quoi? Rappelez-nous la prochaine étape. Après la cartographie censitaire, puisque nous sommes en train de finir la phase pilote à l'échelle des 3 communes, nous allons poursuivre maintenant sur les 114 autres communes. Et avant même la fin de cette cartographie, nous allons réaliser le recensement pilote. Et la plus grande, il y a 2 grandes étapes qui font appel à
toute la population. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, la cartographie sanitaire. Okay. Au cours de cette phase, ils vont dans les ménages, ils demandent seulement combien de ménages il y a ici, combien de personnes il y a dedans. Par contre, au cours de la phase du dénombrement, quand on rentre dans chaque ménage, on va faire un listing de toutes les personnes qui vivent dans le ménage. On va poser des questions sur les différentes caractéristiques de ces personnes, alphabétisation, religion, emploi, questions handicap, fécondité, les questions de fécondité, les questions de mortalité, et la mortalité aussi bien pour les enfants, la mortalité adulte, appréciée ici par la mortalité maternelle. Et les questions sur les décès survenus dans le ménage, peut-être au cours des 12 derniers mois, ça nous permettra donc de pouvoir avoir ces indicateurs. Et également les questions sur les conditions de vie, les conditions d'habitation de nos populations. Donc tout ça et quelques questions sur les exploitations agricoles. Et donc c'est tant de questions qui vont nous permettre de sortir de ce recensement avec une richesse d'indicateurs que tout le monde pourra exploiter. Vous avez promis donc sur ce plateau qu'il y a un travail qui se fait véritablement pour le traitement des données issues du recensement général de la population et de l'habitation. Mais quand vous finissez de faire tout ce travail-là, est-ce que c'est tout que vous mettez à la disposition du public? Ou bien il y a des données qui vont au niveau des structures étatiques et d'autres sont à la portée? Parce que des fois, quand on a des recherches à mener et autres, on va vers l'Instat pour pouvoir collecter des données. Est-ce que toutes les informations liées au recensement sont disponibles pour les populations? Est-ce que n'importe qui peut consulter? Oui. Ils sont utilisables en termes de statistiques, sont disponibles et n'importe qui peut les consulter. Et déjà, les informations que nous disséminons sont celles qui sont couramment utilisées par les différentes structures. Et donc, dans les rapports de publication, on fait tout pour que tous ces indicateurs-là puissent être disponibles, que les gens ne soient pas obligés de venir vers nous au niveau de l'Instat. Mais lorsque nous voulons faire, en tant que chercheur, vous voulez faire une étude plus pointue et vous avez besoin de bases de données du recensement, on va échanger avec vous pour voir les canaux dans lesquels l'étude doit être réalisée et quels sont et suivre, parce que tout ce qui est produit en termes de statistiques au niveau du pays, il y a le Conseil national de la statistique qui doit avoir son œil pour regarder un peu en termes méthodologiques, en termes d'opportunité de la chose ou en termes de résultats auxquels vous avez abouti. Et donc, la voie est libre pour les chercheurs de travailler avec les données de l'Instat. Et ces données sont déjà disponibles. Et chaque fois, quand on finit une opération d'envergure, les données sont disponibles. Le recensement également pour les autres recensements. Les bases sont disponibles, et bien anonymisées, bien sûr. Et les chercheurs viennent et nous essayons de leur extraire les variables dont ils ont besoin pour pouvoir mener d'autres investigations plus poussées. C'est ça. D'accord. Donc, je voudrais vous demander cette fois-ci, quel est le lien qu'on peut créer, ou bien s'il n'y en a pas, vous allez me dire, de tout le débat qui est fait sur la démographie aujourd'hui, où l'État s'apprête d'ailleurs à mobiliser, à faire une assise sur la démographie au Bénin et voir un tant soit peu, bon, d'aucuns disent qu'il faut limiter les naissances, d'aucuns disent que non, que c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a un lien avec le processus qui est en cours là, avec le débat sur la démographie? Bon, je dirais qu'il n'y a aucun lien. Déjà même, avec tout le développement que nous venons de faire ici, vous allez comprendre clairement avec moi qu'il n'y a aucun lien. Le processus du RGPH5, nous l'avons entamé depuis 2021. Donc, comme je l'ai dit, c'est une opération très complexe et qui nécessite beaucoup de préparation. Un. De deux, le RGPH5, nous avons dit, il n'y avait pas eu de débat sur la démographie en 79, mais pourtant on a fait le recensement. En 92, on a fait le recensement. Il n'y avait pas eu de débat sur la démographie. En 2013, on a fait le recensement. Et maintenant, on doit faire le recensement. Et au début, on a dit que c'est non seulement une obligation institutionnelle, mais c'est aussi une volonté politique. Et donc, le recensement, c'est quelque chose qui est institué et que nous devons faire de façon périodique. C'est vrai qu'actuellement, il y a ce débat. Et ça, c'est des actions du gouvernement. C'est une action, un projet
du gouvernement qui n'a rien à voir avec ce recensement-là qui était déjà en préparation depuis un moment. Je vais même vous dire, ce n'est pas que le Bénin qui le fait. Ce n'est pas que le Bénin qui réalise ce qu'on appelle le recensement. Les recensements sont réalisés dans tous les pays, même les pays développés. Et donc, dans la sous-région, quand on prend le cycle 2020 des recensements, dans la sous-région, la plupart des pays ont déjà réalisé leur recensement du cycle 2020. Le Burkina Faso a fini et a donné ses résultats. Le Togo a donné récemment ses résultats. Le Sénégal a fini le dénombrement et a fait récemment l'enquête post-censitaire. La Côte d'Ivoire a fini. Dans plusieurs pays. Donc, est-ce qu'il y a eu débat sur la démographie dans tous ces pays? Forcément. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. D'accord. Il n'y a pas de lien entre cette opération que nous sommes en train de mener et ce projet du gouvernement qui a ses objectifs bien précis. D'accord. Voilà. Monsieur Rémy Rungavou, vous allez à nouveau rassurer les populations, parce que pour que l'opération soit une réussite, il faut que les gens puissent avoir confiance en vous et aux agents que vous envoyez sur le terrain, sur la confidentialité. Parce que vous savez, dans notre pays, il y a des polygames cachés, qui ont plusieurs ménages. Est-ce que vous rassurez les populations comme quoi il n'y a pas partage d'informations entre les agents ces informations qui vont retomber dans l'espace public où on va dire, je prends appui toujours sur moi, je donne mon nom pour ne pas heurter les sensibilités, ou bien on va dire, bon, Honoré Naoum, moi je suis un agent, j'ai travaillé à DJ, j'ai vu qu'il y a une famille là-bas, quelqu'un d'autre va dire, Honoré Naoum, tu sais qu'il habite DJ, l'autre agent va dire non, comment il habite DJ? Moi j'ai rencontré la famille de Honoré Naoum à Papa. Est-ce que vous rassurez les populations comme quoi les informations qui sont collectées sont frappées de sceaux de confidentialité? Nous rassurons la population que toutes les informations que nous collectons, d'ailleurs dans le cadre de toutes nos opérations de collecte, sont frappées donc du sceau du secret statistique. Et donc la confidentialité est notre credo. Et donc je vais même dire, il y a eu 4 recensements. Il y a eu 4 recensements. Est-ce qu'à aucun moment, des gens se sont plaints que des informations qui sont collectées ont été diffusées, ou que dans les enquêtes, puisqu'on fait aussi, en dehors des recensements, on a fait beaucoup d'enquêtes sur le terrain. Et j'ai mis tout à l'heure l'accent sur la formation des agents que nous envoyons sur le terrain. Les agents sont tellement formés. Pour la cartographie qui est en cours maintenant, on les a formés pendant 21 jours. Et pour le faire, nous prenons un peu plus que le nombre que nous voulons et nous les formons. Après la formation, au cours de la formation, il y a des évaluations. Les évaluations, ce n'est pas que l'intelligence, bûcher les choses et maîtriser. Il y a également le comportement. Il y a également la façon dont les gens vont s'adresser au ménage, la politesse, tout ça. Et après, on fait un tamis et c'est les agents qui sont retenus que nous avons. Moi, j'ai eu l'assurance, il n'y a pas de souci. Votre mot de fin pour clôturer cette émission. Donc, à ce niveau aussi, je voudrais rassurer également les populations. Malgré toutes ces précautions, il peut y avoir à des moments donnés certains agents qui se soient mal comportés. Les populations peuvent toujours nous appeler et nous, comment on appelle, se rapprocher de l'État. Ça c'est médecin après la mort. Se rapprocher de l'État pour se plaindre de tel ou tel agent qui aurait. Mais je voudrais également souligner un élément important. Ça va être votre mot de fin. Un élément important. Je voudrais dire, parce que vous aviez posé la question sur les difficultés à un moment donné. Quand les auditeurs il y a les problèmes de limite entre 2 communes, 2 arrondissements, 2 quartiers de ville ou villages qui ne peuvent pas être réglés par l'Instad. Ça, c'est du ressort de la loi. C'est les députés à l'Assemblée qui ont voté des lois et qui ont défini les choses. Et il y a des administrations, le ministère de la décentralisation, le ministère de l'Intérieur, qui sont habilités à gérer un certain nombre de choses. L'Instad ne s'appuie que sur les tests légaux pour aller sur le terrain, réaliser son travail. Et donc, s'il y a des... Comprenez que s'il y a des litiges qui sont en attente depuis des décennies, ce n'est pas l'Instad qui viendra aujourd'hui régler ces problèmes-là. Et donc, nous demandons à toutes les autorités de coopérer, de nous aider à réussir les opérations et de laisser les problèmes de
litige pour une portion de territoire, on pense que, bon, non, si nous faisons... Et on refuse de collaborer. Il faut collaborer pour que nous puissions réaliser le travail sur l'ensemble du territoire et à l'actif de toutes nos population et pour des décisions éclairées pour la nation. Merci beaucoup à vous, monsieur Rémi Rungevo. Vous êtes le directeur des statistiques démographiques et sociales à l'INSTAD, l'Institut national de la statistique et de la démographie du Bénin. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde de cette émission Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpe, au micro pour la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés, 94.3 Radio Cotonou, le meilleur reste à venir. Bonne suite de journée dominicale à vous.